Donc on va reprendre. Bonjour à tous. Merci à Alpas de m'avoir proposé de présider cette demi-journée. C'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés. Alors avant de poursuivre par les interventions de l'après-midi, je voulais rebondir sur la matinée, par rapport à l'introduction d'Albert Sicon, avec une question qui m'est venue par rapport aux besoins de connaissance de l'enfant au sujet des conditions permettant d'accéder, au contexte permettant à l'enfant d'accéder au savoir, à la connaissance. Je me questionne aujourd'hui sur la possibilité de transmission du parent à son enfant, de cette possibilité, de cet espace d'ennui, de manque, propice à la curiosité et à la créativité. Curiosité elle-même moteur pour l'expérience qui est support au savoir et à l'accès à la connaissance. Einstein disait « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». Alors comment aujourd'hui les parents qui arrivent dans nos consultations, qui commencent à arriver, qui ont grandi et qui ont vécu leur enfance à l'ère du numérique avec un temps très important passé sur les écrans, pourront transmettre cela, ces contextes-là, ces espaces-là à leurs enfants sans pouvoir se raccrocher à des expériences infantiles propres, essentielles qu'ils n'auront pas ou peu vécues, comme s'ennuyer, lire, écouter des histoires, faire des cabanes, grimper aux arbres, écrire dans un journal intime. On évoquait ce matin l'importance aussi. C'était plutôt une question ouverte et pas tant par rapport les écrans en eux-mêmes et ce qu'ils peuvent proposer d'intéressant, mais plus par rapport au temps qui n'est pas libéré et consacré à faire les autres expériences qui sont essentielles pour accéder au savoir et à la connaissance et pas seulement à l'information. Alors après cette matinée très riche, tant dans les interventions que dans les discussions, nous poursuivons l'après-midi avec Claudine Blanchard-Laville, qui vient de Paris, qui est professeure émérite en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre et directrice de publication de la revue Cliopsy. Elle va nous parler de la capacité négative, formation et transformation. Nous vous écoutons. Merci. Je ne sais pas s'il marche. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez pu lire sur le programme que mon exposé s'intitule « Capacité négative, formation et transformation ». J'ai mis en exergue de mon propos cette citation de Pierre Aulagné. « Le jeu ne peut pas faire l'économie d'un savoir sur son ontogénèse psychique, sur sa propre histoire libidinale et identificatoire. » C'est une citation extraite de l'introduction de son ouvrage « L'apprenti historien et le maître sorcier ». Avant tout, je voulais remercier chaleureusement Albert Sicon de m'avoir invité pour ce colloque. Quelques fils souterrains nous relient, je crois, à la figure de Salomon Resnick, duquel nous nous sentons proches chacun à notre manière. D'accord. Et que je me plais à nommer ainsi au début de mon propos. Salomon Resnick est un psychanalyste d'origine argentine, formé auprès de Henrique Pichon-Rivière, puis surtout en Angleterre auprès de Mélanie Klein, Wilfred Bion et Herbert Rosenfeld. Il nous a malheureusement quittés en 2017. Pour ma part, je lui dois beaucoup. On peut, pour mieux le connaître, lire par exemple le livre dirigé par Martine Reca, Salomon Resnick, un psychanalyste à l'écoute de la folie, dans lequel j'ai proposé un texte d'hommage intitulé « Une clinique démonstrative ». On peut aussi lire l'ouvrage d'entretien que Pierre de Lyon lui a consacré, « Rencontre avec Salomon Resnick ». Lorsqu'on propose un intitulé pour un exposé qui aura lieu à plusieurs mois de distance, c'est toujours un peu risqué. On a bien sûr lu et relu l'argumentaire proposé pour le colloque avant de proposer nous-mêmes un intitulé pour notre intervention et on a une vague idée de la raison pour laquelle on a été invité à ce colloque-ci. Néanmoins, lorsqu'on commence à se pencher sérieusement
Quelque temps avant la date de la conférence sur le propos que l'on pourrait énoncer, les choses se modifient un tout petit peu. On passe par plusieurs étapes, le doute, la tentation du renoncement, les bifurcations. In fine, pour cet après-midi, j'ai choisi, ce qui suppose de renoncer à tout le reste, et notamment de vous parler de mes travaux de théorisation sur les pratiques enseignantes, de prendre pour trame de ce que je vais vous dire le récit de mon propre itinéraire professionnel. Je vais m'accorder ce privilège de l'âge et m'appuyer sur le très long chemin analytique que j'ai effectué et qui me donne un certain recul sur ce parcours. Recul nécessaire, même si ma vision reste partielle, pour analyser ma trajectoire professionnelle dans un après-coup au sens de la psychanalyse. Comme l'écrit Bernard Gols, le passé nous rend plus sensibles à certains événements de notre présent, mais ce sont nos événements présents qui nous font relire, rétrodire autrement le souvenir du passé, en les rendant alors traumatiques en différé. Les deux temps sont nécessaires et aucun d'entre eux ne suffit à lui seul à rendre compte de la dimension traumatique de telle ou telle trajectoire de vie. Ce qui veut dire que je vais revisiter mon itinéraire professionnel en l'ayant élaboré à plusieurs reprises au cours du temps, avec l'intention d'identifier l'évolution des modalités de mon rapport au savoir, en même temps que la succession de mes positionnements professionnels, lesquels ont été soutenus, sinon induits de manière sous-jacente, par les transformations de ma vie psychique, celles-ci, bien entendu, en lien avec mes différents trajets psychanalytiques. Je vais me faire en quelque sorte l'analyste de mon propre parcours, mais je n'oublie pas que si je peux tenir ces propos, je le dois à plusieurs psychanalystes qui se sont succédés pour m'accompagner sur ce long chemin. Le travail que je vous propose ici, je suis en train de le développer pour une publication plus large, sous forme d'ouvrage, et il a fait l'objet sous une forme très condensée du chapitre d'un livre collectif qui va paraître au Seuil en octobre prochain, sous l'intitulé « L'inceste, histoire et enjeux actuels ». On pourrait aussi dire que le travail que je me propose de vous présenter s'inspire de la réflexion que Maria Torok a proposée au sujet de Mélanie Klein, quand elle a identifié les liens entre certains aspects de la théorisation de Mélanie Klein avec des traumatismes dont Maria Torok a fait l'hypothèse qu'ils avaient eu lieu dans sa filiation transgénérationnelle. C'est ce qu'on peut lire dans les inédits rassemblés par son deuxième mari, Nicolas Rand. Sauf qu'ici, c'est moi-même qui tente cette investigation pour mon propre compte. En le formulant différemment, je pourrais dire aussi que mon entreprise tente de répondre à l'injonction de Pierrot Alonier énoncée dans son formidable article « Se construire un passé ». Quand elle écrit en particulier « Mouvement identificatoire et mouvement relationnel ne sont pas séparables de ce mouvement temporel qui sert de fil conducteur, de liaison, tant dans la succession des positions identificatoires occupées que dans celle des objets d'investissement choisis. » Je parsèmerai mon exposé de courtes parenthèses plus théoriques sur lesquelles on pourra revenir au moment des questions si vous le souhaitez, et dans lesquelles je préciserai avec quelle acception j'utilise les notions que je vais proposer au cours du récit. Voici d'ailleurs la première. Je viens de l'utiliser dans l'annonce de mes intentions, le syntagme « rapport au savoir ». Son acception renvoie pour moi à la notion de rapport au savoir telle que nous l'avons construite et diffusée à Nanterre, Jackie Bayrou, Nicole Mosconi, mes collègues aujourd'hui disparus et moi-même. À la suite de Jacques Lacan et de Pierre Aulagnier, nous considérons que le rapport au savoir d'un sujet est un processus dynamique, créateur de savoir, nécessaire pour agir et pour penser. Le sujet étant ici considéré dans toute son histoire psychique, y compris inconsciente, à la rencontre d'un environnement social historiquement daté. Comme je l'ai écrit dans un entretien pour le numéro 1 de la revue Cléopsie,
Et aussi dans un article du journal de la psychanalyse de l'enfant, le rapport au savoir chez un sujet est un processus qui prend principalement en compte dans son évolution les remaniements psychiques. En tout cas, c'est dans l'acception nanterroise. Il faut savoir que le rapport au savoir est une notion qui est utilisée dans plusieurs courants théoriques de manière un peu différente. Donc là, c'est le courant nanterrois. Cette notion de rapport au savoir est un axe central de ma réflexion théorique. Elle est en filigrane dans toute la conceptualisation de la pratique enseignante que j'ai proposée. Cette théorisation sur ce qui sous-tend psychiquement l'acte d'enseigner est exposée dans mes ouvrages « Les enseignants entre plaisir et souffrance », publié en 2001 au PUF, et le deuxième livre, Au risque d'enseigner, également publié au PUF, et qui expose davantage ma clinique auprès des groupes d'enseignants. J'ai pu montrer que la question du rapport au savoir, vue selon cette perspective psychodynamique, est une question cruciale pour tous les professionnels en position de transmission. Plus précisément, dans mes recherches sur les pratiques enseignantes, j'ai montré qu'un enseignant, bien plus que des savoirs, transmet son propre rapport au savoir et qu'ainsi, il transmet tout autant sa partie vivante que ses traumatismes, ses impensés ou ses enquistements. Je reviens à mon récit. Considérons pour commencer mon choix de faire des études de mathématiques dites pures, par opposition à appliquées, au sortir du lycée, où je venais d'obtenir un double baccalauréat, un bac dit à l'époque maths élémentaire, en juin, et un baccalauréat philosophie en septembre, pour lesquels le professeur de philosophie avait consigné cette annotation prémonitoire, réussit bien les sujets d'analyse psychologique. Ce choix d'étudier les mathématiques, lorsque je le revois aujourd'hui, donne le ton. Il s'agissait probablement pour moi de ne pas me commettre avec la vraie vie et de rester dans l'univers d'un savoir abstrait qui me protégerait de ma vie émotionnelle, qui ne pouvait éclore étant donné le non-entendu et le non-su de mon histoire personnelle. J'ai été abusée sexuellement à l'âge de 8 ans par mon grand-père, le père de mon père, et ce, pendant plusieurs années, sans être protégée par mes parents, probablement démunis devant cet inconcevable événement, et qui ont certainement pensé que j'allais oublier, j'étais si petite, sans se douter qu'un pervers pédophile est toujours victorieux sur un environnement qui préfère ne pas voir et ne pas savoir. Des études de mathématiques qui m'ont conduite à fabriquer ce que j'ai nommé plus tard un faux self scolaire, en transposant la notion de Winnicott. J'ouvre ici une petite parenthèse théorique, bien que je pense que vous connaissez très bien cette notion. J'ai proposé de la transposer au soi élève et au soi étudiant. Le faux self renvoie à une absence apparente de la personne comme sujet, avec une organisation de la personnalité bien adaptée à son environnement. Pour ce qui me concerne, j'ai utilisé les mathématiques d'une certaine façon, en laissant se développer en moi un profond clivage qui ne laissait à découvert qu'un faux soi d'élève donnant le change d'une réussite paradoxale en mathématiques. J'ai émis alors l'hypothèse que mon soi élève avait dû s'organiser sur un mode dissociatif. J'étais toujours, par rapport à l'activité mathématique, et en reprenant la formulation de Winnicott, fondamentalement absente. Il me semble que j'étais dans le faire sans avoir jamais été dans l'être. Or, pour Winnicott, le « je suis » doit précéder le « je fais », sinon le « je fais » n'a aucun sens pour le sujet. Un « je suis » au sens fort, qui témoigne d'un sentiment d'identité qui dépasse le simple fait d'exister, d'être en vie, de se sentir vivant pour soi-même, de se sentir réel. Personne n'a reconnu l'existence de ce faux soi d'élève chez moi à l'époque. Pour mes parents enseignants, la réussite scolaire était un allant de soi. J'ai ainsi arboré un faux self d'élève plutôt brillant. Sauf que, ne l'oublions pas,
il s'agissait d'une défense intellectuelle contre l'effondrement, ce qui me fait penser aujourd'hui que j'étais peut-être ce wise bébé au sens de Sándor Ferenczi, comme ce psychanalyste l'a probablement été lui-même aussi, à savoir un bébé en détresse caché sous les oripeaux d'un nourrisson savant. J'ouvre ici une nouvelle parenthèse théorique pour vous dire d'abord que si je me réfère souvent à Ferenczi en ce moment, c'est que nous préparons un dossier sur Ferenczi et l'éducation dans la revue Cléopsy pour le numéro qui va sortir dans quelques jours. Si j'en reviens au wise bébé et au faux self, je vous engagerai à lire un très joli article de Charlotte de Perceval dans lequel elle fait l'hypothèse théorico-clinique selon laquelle le nourrisson savant ferenczien et le faux self winnicottien sont deux figures, on pourrait dire deux fictions d'une même réalité clinique. D'après cet auteur, les deux fictions dessinent les contours d'une organisation traumatique singulière qui renvoie aux blessures et aux carences narcissiques liées aux empiètements de l'objet primaire sur la psyché dans le contexte de très grande dépendance du jeune enfant à son environnement. Selon Ferenczi, lors d'un choc traumatique, lorsque l'individu a renoncé à toute attente d'une aide extérieure et pour échapper à la douleur, une partie anesthésiée, insensible de sa psyché, se détache et observe la partie souffrante et détruite comme du dehors, mesurant l'étendue des dommages. La vie affective disparaît dans un inconscient corporel plus que représentationnel et l'intelligence, ainsi libérée de l'affect, se dissocie du moi pour accomplir une progression considérable. On assiste alors parfois, dès le plus jeune âge, à l'éclosion de facultés latentes qui attendaient leur maturation. Cette performance d'adaptation, à l'allure d'une fuite en avant, Ferenczi la qualifie de progression traumatique pathologique. Je reprends mon récit. Je fais l'hypothèse aujourd'hui que j'ai pu être ce bébé mal accueilli, selon la formulation de Ferenczi, qui a continué à faire illusion en grandissant, comme enfant et adolescente, tout au long du parcours scolaire et universitaire. J'ai pu faire des mathématiques et réussir scolairement parlant en résolvant les problèmes proposés par les professeurs. Il faut savoir que les problèmes proposés par les professeurs ont déjà été résolus par les mathématiciens. Je faisais des mathématiques un peu comme si j'étais somnambule, en faisant fonctionner une sorte de machinerie avec pas mal d'habileté, mais qui, ce faisant, me détachait de moi-même, en langage plus psychanalytique, me clivait. Je n'avais pas affaire avec le sens, ça marchait tout seul, sans moi, saurais-je dire aujourd'hui. À la fin de ce parcours d'études de mathématiques pures, une seule issue, enseigner les mathématiques. Le choix de l'université pour les enseigner ne m'a pas incombé, je n'aurais jamais pu même l'imaginer à l'époque. Mon horizon ne dépassait pas l'enseignement secondaire. Mes parents, eux, étaient instituteurs. Il se trouve que j'ai été choisie par l'un de nos professeurs les plus éminents du cursus de la faculté des sciences, qui m'a élue pour remplir la fonction d'assistante. À cette époque-là, quand on était assistante en faculté des sciences, on avait un vrai poste dans l'enseignement supérieur. On était titularisé au bout d'une année de stagiaire. Me voilà en train d'enseigner les mathématiques à l'université, en tout cas faire des séances de travaux dirigés après que le prof ait donné son cours magistral. J'y ai réussi tout en tremblant un peu au début face à des étudiants dont j'avais à peine dépassé l'âge. Mais enseigner les maths comme on me les avait enseignées, peut-être, et je l'espère, avec un peu moins de sadisme que celui de certains professeurs que j'avais eus, grâce à une bonne dose d'atavisme pédagogique transmise à mon insu par mes parents instituteurs, là aussi, ça fonctionnait.
J'ai ensuite, pour des raisons de ma vie privée, changé de faculté. Je suis passée d'une faculté des sciences, celle de Toulouse, puis celle de Dakar, puis celle de Reims. Et un beau jour, au beau milieu des événements de mai 68, tout l'édifice s'est écroulé. Je me suis retrouvée enseignante de mathématiques à l'université de Nanterre. Et là, rien ne va plus. Mon corps se met à parler, non pas à parler, mais à hurler quasiment, à se manifester de manière intempestive à travers de brusques paralysies ou des mouvements incontrôlés d'automutilation, c'est-à-dire à exhiber des manifestations aussi incompréhensibles pour moi que pour mon entourage, des manifestations qu'on peut bien évidemment qualifier d'hystériques au sens de la conversion hystérique, c'est-à-dire de la transformation du conflit psychique dans des expressions corporelles plus ou moins théâtralisées. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait, et en tout cas, mon corps empêchait le château de cartes de tenir debout. J'ai alors dû prendre un congé. On dirait sans doute aujourd'hui que je faisais un burn-out. J'ai dû accepter de me mettre à l'écoute de ces messages que mon corps m'adressait et à rencontrer des professionnels qui m'ont aidé à les entendre du côté de ce que je savais avoir vécu sans le savoir tout à fait, puisque personne n'avait accueilli ma parole à ce propos. Ma mère, quand je lui avais dit avec difficulté que le grand-père ne se comportait pas très bien avec moi, avait répondu « Il ne faut pas le dire si ce n'est pas vrai ». Après ma reprise du travail, ma position professionnelle va progressivement se transformer. Je prends conscience qu'au fond, ma position comme enseignante de mathématiques n'était qu'une simple position d'initiatrice didactique. À noter que les abus sexuels que j'ai subis l'ont été sous la forme d'une initiation quasi didactique. Il s'agissait de leçons qui devraient me servir plus tard. Je me trouvais ainsi dans une position professionnelle sous-tendue par ce qu'on pourrait appeler une banale identification à l'agresseur. Alors on peut ouvrir une courte parenthèse pour donner du sens à cette expression. Selon Ferenczi, qui y a recours dans son fameux texte « Confusion de langue entre l'enfant, les adultes et l'enfant », le comportement décrit comme résultat de la peur est une soumission totale à la volonté de l'agresseur. Le changement provoqué dans la personnalité, c'est l'introjection du sentiment de culpabilité de l'adulte. Ainsi, Judith Dupont, dans son article « La notion de trauma selon Ferenczi », explique comment, pour lui, l'enfant traumatisé, physiquement et psychiquement plus faible, se trouve sans défense et n'a d'autre recours que de s'identifier à l'agresseur, c'est-à-dire à se soumettre à ses attentes et à ses lubies. Je reviens à ma position professionnelle d'alors. Si j'évoque ce mécanisme de défense, l'identification à l'agresseur, c'est que je pense aujourd'hui que sous couvert d'aider les étudiants pour leur bien à aborder le savoir mathématique, je le faisais sous l'injonction de la contrainte institutionnelle. De même que j'avais dû subir les assauts répétés de mon agresseur, qui agissait d'après lui pour mon bien, c'est ce qu'il me répétait à l'envi pour que j'apprenne des choses qui me seraient utiles à l'avenir. C'est ainsi que j'ai pu réaliser très progressivement que mon rapport au savoir mathématique était en fait un rapport de reproduction et qu'en ce sens, il n'était pas créatif et il ne le deviendrait pas. S'ajouter à cette dimension d'impossible créativité de mon rapport aux mathématiques, sans doute des interdits liés au genre. J'étais une fille, question que j'ai développée dans mon ouvrage de 2001, comment être une femme et devenir mathématicienne, créatrice de mathématiques, sans avoir un modèle d'identification dans sa propre famille. J'ai alors commencé à comprendre que ce savoir, les mathématiques que j'avais apprises, c'était celui qu'on m'avait inculqué, mais que je ne me l'étais pas approprié au sens de l'appropriation subjective, tel que René Roussillon utilise ce vocable, c'est-à-dire au sens d'une véritable intégration psychique, ou encore au sens proposé par Albert Sicone d'une expérience intersubjective partagée. De ce fait, je n'avais aucune idée de ce que ce serait de créer des savoirs nouveaux dans ce champ des mathématiques.
Dans le même temps, j'étais passée, pour des raisons personnelles, d'une faculté des sciences où mon enseignement allait de soi avec des étudiants qui venaient faire ici des mathématiques, et je les aidais pour cela, à une faculté de sciences humaines à Nanterre. On était en octobre 68, où les étudiants avaient choisi de venir faire des études de philosophie, de sociologie, de psychologie, et ils pensaient sincèrement s'être du même coup débarrassés, une fois pour toutes, de cette matière qu'en général, ils n'appréciaient pas beaucoup, les maths. Or, pas du tout. Module obligatoire de mathématiques, de la logique ensembliste pour les futurs philosophes, des statistiques, je pense que vous avez quelques souvenirs à ce sujet, en particulier pour les futurs psychologues, qui leur barraient souvent le passage quand ils ne réussissaient pas ces modules. D'où un début de bifurcation dans mon parcours professionnel. À ce propos, j'avais envie de vous parler d'un livre de Nicole Baudouin qui travaille sur les détours dans les parcours professionnels, un livre qui s'intitule « Le sens de l'orientation » et qui réalise une approche clinique de l'orientation scolaire et professionnelle. Je vous engage à lire en priorité un chapitre qu'elle a consacré au parcours de Freud et de Schnitzler, devenus médecins malgré eux. Je reviens à mon récit, me sentant légèrement impuissante à aider ces nouveaux étudiants, car comme tout bon prof de maths, il m'était difficile de comprendre des étudiants qui ne comprenaient pas. Je transpose là l'idée de Gaston Bachelard qui avait écrit « Les professeurs de sciences, moins encore que tous les autres, si c'est possible, ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. » Moi qui avais toujours compris ce que m'enseignaient mes profs de maths. Je me tourne alors du côté des sciences de l'éducation. C'était l'année justement où venait de se créer un département de sciences de l'éducation à Nanterre pour chercher comment on pourrait faire pour enseigner cette matière-là à des étudiants légèrement récalcitrants. Je me dis que peut-être dans ce lieu, ils vont avoir des idées pour m'aider dans cette tâche. En fait, pas du tout. Je ne trouve aucune recette, aucune méthode utile et au lieu de cela, je vis ces nouvelles études comme une sorte de tremblement de terre. On dirait aujourd'hui que j'étais une étudiante en reprise d'études. Au lieu de recevoir des savoirs constitués sous forme de cours, comme cela avait été le cas tout au long de mes études de mathématiques, chaque étudiant dans ces séminaires parlait de lui, de son expérience personnelle, de son vécu, de son histoire, de ses opinions. Les échanges allaient bon train, impulsés par la non-directivité mise en œuvre par nos enseignants universitaires à l'époque. Je pense à Gilles Ferry. On était en 68. Carl Rogers allait publier son ouvrage « Liberté pour apprendre ». Et moi, je me suis retrouvée mutique pendant tous ces cours. Je n'avais rien à dire de consistant. De plus, je redoutais le moment où l'un de nos enseignants me demandait mon avis en s'adressant à moi en connaissance de cause. Mais vous qui enseignez les mathématiques dans cette université, je me sentais tout juste à même de recracher des savoirs appris, accompagner les étudiants à en ingurgiter une toute petite partie, mais je n'avais d'idée sur rien et je manquais de mots pour dire quoi que ce soit, hormis en ce qui concerne ma parole enseignante en situation de prof de maths, qui, elle, allait de soi sous l'injonction de l'institution qui m'employait. C'est un phénomène que j'ai rencontré très souvent dans les groupes d'analyse de la pratique, chez des enseignants de mathématiques que j'ai pu accompagner, une prise de parole assez fluide en position d'enseignant et une sorte d'incapacité à prendre la parole quand il s'agissait de parler de soi. On reconnaît ici l'expression diffusée par le récit de Marie Cardinal, les mots pour le dire. Cet ouvrage qui m'a marqué comme beaucoup d'autres femmes à l'époque de sa sortie. Ainsi, voilà des savoirs mathématiques qui m'ont aidé à construire un faux self scolaire et peut-être bien un faux self au sens de Winnicott. Tout un trajet analytique m'a alors été nécessaire pour retrouver les mots qui disent en parole ce qui n'avait pas été entendu dans le passé et que mon cœur traduisait en messages un peu elliptiques. À l'époque, je ne savais pas que Freud avait déjà décrypté depuis longtemps ce type de message et ne le savait pas non plus lorsque mes manifestations corporelles somatiques étaient devenues invalidantes
les médecins qui me soignaient en me donnant du calcium, ou encore mieux, en me faisant dormir en cure de sommeil, avec du Valium, d'autres pilules qui n'aboutissaient qu'à me faire taire à nouveau. Jusqu'à ce que ma psychanalyste de l'époque, qui avait lu le livre de Marie Belmary intitulé « L'homme au statut, Freud ou la faute cachée du père », me dise « Pour vous, il faudrait réécrire Freud à l'envers ». Comme vous le savez peut-être, Freud aurait abandonné ce qu'on nomme habituellement la théorie de la séduction en 1897. On peut lire sa lettre à Fliss où il lui écrit « Je ne crois plus à ma nérotica », laissant tomber l'idée que, oui, les abus réels, il en a entendu parler par ses patientes, ça existe, y compris à l'intérieur de la famille, quelquefois perpétrés par des pères, mais peut-être vaut-il mieux ne pas trop en parler. Ce qui d'ailleurs l'a conduit à être créatif et à imaginer, inventer le registre du fantasme. C'est l'époque aussi où l'on réalise que Freud a sans doute eu des raisons personnelles de minimiser ses faits. On peut lire à ce propos le livre de Jeffrey Masson, Le réel escamoté, qu'il a d'ailleurs republié beaucoup plus récemment, Enquête aux archives Freud, des abus réels au pseudo-fantasme. Ou on peut lire aussi le livre de Maria Torok et Nicolas Rand, Questions à Freud. Et plus récemment, le livre de Philippe Réfaber, Comme si de rien, assorti d'une très belle préface d'Olivier Pacou et d'autres psychanalystes qui réinterrogent les fondations de la psychanalyse à la lumière de ces nouvelles questions. Quels avatars dans la vie de Freud et dans sa généalogie sous-tendent son invention de la psychanalyse? Ma psychanalyste donc me dit frontalement « Oui, vous avez été violée par votre grand-père, c'est lui le fou dans la famille, vous n'êtes pas folle. Retrouvons les images ensemble, acceptez de les dire à haute voix, je vous entends. Oui, votre mère n'a pas pu montrer qu'elle vous entendait quand elle vous a dit « il ne faut pas le dire si ce n'est pas vrai ». Revisitons ensemble cette histoire d'inceste. Je crois qu'aujourd'hui, on peut commencer à prononcer publiquement les mots à la suite du mouvement MeToo inceste. À noter que j'étais allée voir cette psychanalyste au prétexte de ne pas réussir à écrire ma thèse. C'est ainsi que, parallèlement à toutes ces redécouvertes de l'histoire de ma vie, j'ai réussi à soutenir une thèse en didactique des mathématiques, ce qui n'était pas mon choix. J'avais un projet beaucoup plus ambitieux, mais cela a été le choix des hommes autour de moi qui m'ont incité à passer cette thèse-ci. Je peux dire aujourd'hui que c'est alors que j'ai commencé, en m'exécutant une dernière fois par l'écriture et la soutenance de cette thèse, à me débarrasser de la position d'exécutante et de bonne élève docile. Je vais passer plus rapidement sur les décennies suivantes, en particulier depuis que je suis devenue professeure des universités en 91, à la suite, ça c'est le titre de la thèse que je n'aurais pas voulu faire, une habilitation intitulée « Elle, éléments épistémologiques et méthodologiques à propos de recherche clinique en sciences de l'éducation sur l'enseignement des mathématiques ». C'est ainsi que j'ai pu commencer à devenir vraiment chercheur, enseignant-chercheur, puisque j'étais en poste à l'université, bien sûr, non pas en mathématiques, mais à propos de l'enseignement, et en particulier en commençant par des recherches sur l'enseignement des mathématiques, puis par la suite sur des recherches sur les pratiques enseignantes en général, et en décidant cette fois-ci de choisir comme approche des phénomènes que j'observais un éclairage orienté par la psychanalyse, une approche choisie en lien avec les élucidations que m'offrait mon cheminement thérapeutique. Car comme l'écrivait Freud, la psychanalyse ne se laisse pas manier aussi bien que des lunettes qu'on chausse pour lire et qu'on note pour aller se promener. Cet éclairage psychanalytique qui transformait ma vie est devenu prioritaire pour moi au niveau épistémologique pour ma position de chercheur. Au
diable les méthodes quantitatives que j'enseignais par ailleurs aux étudiants en psychologie pour comprendre les phénomènes d'enseignement-apprentissage et pour appréhender les risques psychiques des enseignants quand ils enseignent. Depuis lors, c'est la position de chercheur qui m'a tenu le plus à cœur pour tout le reste de ma carrière, s'élargissant progressivement à la question de comment transmettre cette position aux chercheurs plus jeunes que moi et aussi aux praticiens des métiers du lien quant à l'analyse de leurs pratiques. Je considère que le ressort de mon évolution de chercheur a été celui de la libération progressive de ma pulsion de recherche que j'attribue au travail que j'ai pu accomplir dans le groupe thérapeutique de Salomon Resnick. Ce qui va avec le fait de s'autoriser à penser par soi-même. Je fais l'hypothèse aujourd'hui que c'est dans son groupe que j'ai appris à rejoindre le bébé chercheur en moi, celui décrit par Bernard Goltz dans son chapitre intitulé « Bébé objet de recherche, bébé chercheur ». Comment cela s'est-il opéré ? Je pense avoir retrouvé la liberté du bébé explorateur du monde grâce à la créativité clinique de Salomon Resnick, assortie de son éthique de la personne et en lien avec la liberté de sa propre pulsion de recherche. Ce sont ces ressources qu'il m'a transmises et qui m'ont aidé à me libérer à mon tour. Grâce au travail thérapeutique que j'ai réalisé avec lui pendant des années, j'ai pu en quelque sorte soigner ma dépression primaire sans qu'il me fasse m'appesantir sur mon traumatisme sexuel en tant que tel, vraisemblablement pensé par lui comme secondaire, ou qu'il ait choisi de me faire travailler sur des régions plus archaïques, en somme, sur le bébé mal accueilli et sa pulsion de mort. Je fais référence ici à l'intitulé du texte de Ferenczi, tel qu'il est commenté par Yves Lugrin dans le dossier qui va paraître dans notre revue, que j'ai évoqué tout à l'heure, lorsqu'il énonce que quand Ferenczi parle du bébé accueilli et de sa mal accueilli, très bon lapsus, et sa pulsion de mort, ce n'est pas là une pulsion de mort supposément constitutionnelle ou congénitale, mais l'effet mortifère d'une mal-rencontre primordiale. Le nourrisson n'ayant pas trouvé chez la mère les paroles soignantes susceptibles de parer aux excitations débordantes de douleur ou de plaisir qui l'assaillent. J'ouvre ici une nouvelle parenthèse théorique. Pour moi, je fais une distinction entre pulsion de savoir et pulsion de recherche. La pulsion de recherche, pour moi, serait antérieure à la pulsion de savoir. Ce serait celle du bébé qui explore le monde. C'est d'ailleurs celle que je cherche à stimuler chez l'autre, praticien ou chercheur, que ce soit dans les groupes d'analyse clinique des pratiques ou dans l'accompagnement des chercheurs. La pulsion de savoir suppose que derrière l'énigme, il existerait un objet perdu à retrouver, alors que pour moi, la pulsion de recherche tendrait à admettre l'infini de la quête et inclurait le savoir préconscient que l'objet échappera à jamais. Toujours à jamais. Dans le cas de la pulsion de recherche, l'enjeu et le plaisir se seraient alors déplacés sur la démarche même de recherche. Pour moi, je relie la pulsion de recherche au lien C qu'a évoqué ce matin Albert Sicone, proposé par Bion dans sa théorisation. Ce lien est pour ce psychanalyste présent dès l'origine de la vie, comme les liens amour et haine, A et H. Je souscris aux propos de Diana Messina Pizzuti, une analyse belge bionienne de longue date, qui écrit qu'au fondement de l'activité de pensée opère la fonction alpha qui permet de donner du sens aux émotions, qui transforme les impressions sensorielles en éléments alpha, à partir desquels s'origine la vie psychique consciente, le rêve, la vie fantasmatique inconsciente. C'est une idée chère à Bion, selon laquelle le savoir qu'on croit posséder ou qu'on cherche à posséder est déjà en partie calcifié et donc très peu utile. Seul le chemin toujours en devenir d'un apprendre à connaître est source de vitalité. Le lien C indique non pas un produit fini, mais une recherche ouverte, se préoccuper de connaître. Je crois que même si le concept de sublimation n'a pas été utilisé par Bion, on peut penser que la sublimation est présente d'emblée pour le bébé. En tout cas, retenons que
Le lien a une valence positive plus C lorsque la douleur et la frustration inhérentes à l'apprentissage sont tolérées et qu'il a une valence négative moins C lorsque l'envie, l'avidité et l'omniscience prédominent. La sublimation serait alors cette transformation ouverte à la connaissance, enracinée dans le lien primaire à l'objet, au fondement de la vie psychique. Je reviens au récit. On a compris qu'après avoir changé d'objet d'investissement en passant des mathématiques aux sciences de l'éducation, je n'ai plus eu besoin d'un savoir couverture. Étant maintenant devenu professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, c'est le nouvel intitulé de notre discipline, me voici sous une nouvelle injonction, mais celle-ci choisie, devenir professeur des universités dans l'intention d'accompagner des doctorants dans mon domaine, celui de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. La question de la transmission de la position de chercheur aux doctorants s'est alors posée à moi. Comment les accompagner à devenir chercheurs à leur tour? C'est cette question que je traite dans mon article de 2021 de la revue Cliopsy. Ces questions de transmission m'avaient déjà interrogée tout de suite après le passage de ma thèse, après avoir participé à un groupe Balide pour enseignants. J'avais alors commencé à accompagner des professionnels à interroger les énigmes de leur pratique dans des groupes d'inspiration Balint. Des groupes que j'appelle aujourd'hui des groupes cliniques d'analyse des pratiques professionnelles. Et je remarque que dans ces groupes, on est en recherche. Balint disait d'ailleurs qu'il était leader d'une équipe de recherche. J'entends qu'il faut avancer rapidement, d'accord ? C'est ainsi que, préoccupée avant tout par les questions de transmission, j'en suis venue à développer depuis 2009 avec mes collègues au sein de la discipline sciences de l'éducation et de la formation, un réseau nommé Cliopsy qui propose une revue biannuelle en ligne diffusée par la plateforme Kern et des congrès tous les 3 ans environ depuis l'année 2003 pour soutenir ensemble dans ce champ un courant identifié par l'usage d'une approche clinique d'orientation psychanalytique. Je crois que tu peux avancer dans les diapos. Si je résume l'évolution de mon itinéraire sur les 5 décennies précédentes, je suis passée d'un savoir couverture, les mathématiques, qui m'a protégée d'une certaine manière par rapport à mes traumatismes infantiles, à une position d'enseignante qui délivre avec certitude des objets de savoir considérés comme interchangeables et permanents, une position qui s'est transformée en celle de chercheur dans laquelle je me suis mise à interroger sur un registre psychique les pratiques des enseignants. Devenu chercheur, j'ai ainsi accepté une position où il s'agit de tolérer une forme d'errance et de quête, une position où la frustration de ne pas savoir pour pouvoir apprendre à connaître, c'est-à-dire pour chercher, est de mise, ce qui implique de tolérer le non-savoir, l'ignorance et l'incertitude, et d'accepter que l'énigme ne se résoudra pas, mais que la question se déplacera tout au plus. Une position où j'en suis arrivée même à prendre du plaisir à aller de question en question, au lieu de courir après la chimère des bonnes réponses. Me voici depuis longtemps maintenant dans une position de transmission, avant tout concernée par ce que j'appelle la transmission subjective du geste partagé. Au bout de toutes ces transformations, c'est ainsi que j'en suis arrivée à soutenir ce que Biot appelle une capacité négative, à la fois dans l'accompagnement des chercheurs débutants et aussi dans l'accompagnement des professionnels pour l'analyse de leurs pratiques. J'ai largement développé cette notion dans un de mes articles. Cette position autorise ou même engage à supporter de rester dans le non-savoir, le doute ou l'incompréhension pour soutenir l'autre face à sa peur de ce que Biot appelle le changement catastrophique, c'est-à-dire pour l'accompagner à supporter l'émergence de ses insights, qu'il s'agisse d'un praticien qui analyse sa pratique ou d'un chercheur. Je crois que l'usage de ma capacité négative repose sur le fait de pouvoir entrer en résonance avec la partie souffrante de l'autre à partir de ma propre partie souffrante,
en tout cas d'activer les liens entre certaines parties de ma psyché avec certaines parties de la psyché de l'autre par une sorte de mise en résonance émotionnelle. C'est assez clair pour moi dans l'accompagnement des thèses, où j'ai pu reconnaître chaque fois avec quelle partie de l'autre j'étais en capacité de me relier. Pour ce qui me concerne, je peux considérer aujourd'hui comment certaines facettes de leur psyché ont pu convoquer une partie de ma propre psyché en étant contre-transférentiellement très sensible à tout ce qui est chez eux forme d'abus, dépendance pathologique ou encore vide psychique, entraînant détresse et appel sans réponse, en écho avec des états de mort psychique pour le bébé à nœud, aux côtés d'une mère ou d'une personne ressource à tendance dépressive ou mélancolique. Ces modalités de transmission m'ont néanmoins permis de faire soutenir quelques 25 thèses et d'être garante de plusieurs habilitations à diriger des recherches, ce qui m'a donné le privilège de voir ces chercheurs que j'ai accompagnés devenir à leur tour soit des intervenants cliniciens expérimentés, soit des universitaires, et de les voir soutenir avec moi maintenant le réseau Cliopsy que j'ai évoqué tout à l'heure, dont on peut lire l'histoire et un florilège des recherches que nous menons dans le dossier Psychanalyse et éducation, publié dans la revue Le Carnet Psy. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Pour la discussion, je laisse la parole à Déborah de Ronzier, psychologue clinicienne à Lyon et docteur en psychologie, membre et formatrice à Alpas. En ouverture de son livre « En marge des jours », Jean-Bertrand Pontalis évoque un ouvrage de Pierre Nora, Essai d'égo-histoire, pour lequel ce dernier demanda à quelques historiens de renom de se faire les historiens d'eux-mêmes. Il essuya bon nombre de refus et seul un contributeur, Pierre Chanu, se risqua à aller plus loin qu'une enquête historique objectivante, écrivant notamment « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. J'ai cru longtemps que la mémoire servait à se souvenir. Je sais maintenant qu'elle sert surtout à oublier. » Pontalis s'interroge sur cette impossibilité de dire le trajet qui conduit à devenir historien ou psychanalyste. Il écrit « Je crois bien avoir déjà cité quelque part ces mots d'un écrivain. Nous ne sommes jamais là au commencement de nous-mêmes. Ce qui vous a mené, contraint à entreprendre une analyse, c'est l'analyse qui vous le révèle. À croire que la mémoire des psychanalystes, elle aussi, leur sert surtout, comme l'écrit Chanu, à oublier. Sur les origines de la psychanalyse, les livres se comptent par centaines. Sur l'histoire subjective de tel analyste, je n'en connais pas. Freud, pourtant peu porté à la confidence, a plus révélé de lui que chacun de nous. C'est à la fin de la citation de Pontalis. Ainsi, poussé par la nécessité subjective, le jeu ne peut pas faire l'économie d'un savoir sur sa propre ontogénèse psychique, nous rappelez-vous, avec Pierre Aulagnier. Vous prenez ce risque de vous faire l'analyste de votre propre parcours et vous avez la générosité du partage. Ferenczi avait déjà constaté que dans les évolutions les plus favorables, les nourrissons savants, et je le cite, étendent ainsi à d'autres les connaissances péniblement acquises par le traitement de leur propre souffrance. Ils deviennent bons et secourables. Et j'ai reçu votre texte avec émotion et gratitude, à la fois comme un acte de courage et comme un véritable cadeau, enrichissant ce bien commun universel qu'est la psychanalyse, comme le dit souvent Didier Houzel, et montrant sa magnifique portée transformatrice. Vous rappelez que la théorisation naît de la contrainte à la symbolisation, de la nécessité subjective d'inscrire le traumatique
de lui donner un statut au sein de la psyché afin d'en contenir les effets autrement invalidants, voire meurtriers. Car le risque, comme l'a notamment montré mon collègue Éric Calamotte, est celui d'une perte de la capacité même à représenter. De cette nécessité d'élaboration, vous avez fait l'œuvre d'une vie, devenant chercheur, clinicienne d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, vous spécialisant dans les enjeux psychiques de l'enseignement, de la recherche et de la transmission. Aujourd'hui, vous nous permettez d'apprendre à partir de votre propre expérience, de ces différents après-coups et des transformations qu'ils ont soutenus. Processus douloureux, mais ô combien vivant. Votre récit montre de façon remarquable que la psychanalyse prend tout son sens en tant que lutte contre la déliaison, contre la pulsion de mort et engagement pour le vivant. Les patients viennent avant tout à l'analyse pour se sentir réels, soutenait Winnicott. Et je le cite, « S'ils n'y arrivent pas, comprendre est alors pour eux d'une importance tout à fait secondaire. » Ce qui rejoint d'ailleurs la préconisation faite à l'analyste par Bion, être sans mémoire, sans désir et sans compréhension, et qui est au cœur de la capacité négative. Ces apports de Bion et de Winnicott ont transformé, comme le soutient Thomas Ogden, la conception même de la psychanalyse, la faisant évoluer d'une psychanalyse épistémologique qui relève de la connaissance et de la compréhension, vers une psychanalyse ontologique qui concerne l'être et le devenir, les deux s'articulant et s'enrichissant mutuellement dans la pratique clinique. Ces différentes dimensions de la connaissance et de la compréhension, de l'être et du devenir, si fondamentales à la croissance psychique, sont l'objet même des attaques envieuses de l'incestueux. L'envie étant la principale manifestation psychique de la pulsion de mort selon Mélanie Klein. L'inceste est une attaque envieuse et destructrice contre la liaison, contre la créativité et le déploiement du lien C, du lien connaissance, contre les principes mêmes de la vie psychique. Ces effets ravageurs portent autant sur les liens intrapsychiques, qui contiennent notamment la relation au self et à ses objets internes, mais aussi au corps propre, que sur les liens intersubjectifs, familiaux et sociaux. Car l'atteinte à la lignée, écrit Jean-Luc Viaud, est une atteinte aux valeurs qui cimentent la société. L'interdit de l'inceste est la pierre d'appui de la construction de toute lignée, rappelle l'auteur qui écrit, je le cite, « Nous avons besoin de penser et de vivre avec l'idée de la transmission. Nous avons besoin, pour construire notre identité, d'une ascendance et d'une descendance. » Dans l'inceste, le lien de la personne victime avec le pédocriminel ne relève ni du hasard ni de la frustration sexuelle. L'inceste est un crime généalogique autant que sexuel, un crime contre l'humanisation, selon Viaud, qui porte atteinte à l'histoire d'une lignée et rend les liens entre ses membres confus et impensables, innommables. Dans ce contexte, la double négation maternelle de la parole et de la vérité conduit à l'instauration du déni en commun et d'une contre-vérité psychique. Scelle le silence et la confusion entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le pire, écrit Ferenczi, c'est vraiment le désaveu. Dans un mouvement d'identification à l'agresseur, l'enfant incorpore le fonctionnement en -C à partir de l'autoclivage narcissique et pour veiller à son maintien, le savoir désincarné se développe à une vitesse fulgurante pour permettre la survie à tout prix. L'écorce rigide et imperméable s'étoffe à défaut du noyau. Et un long cheminement est nécessaire pour libérer les potentialités de croissance psychique hors de la capsule autistique qui protège mais étouffe inexorablement le vrai self. Il peine à maintenir sa lueur, mais prévient ainsi, pour un temps, le risque d'embrasement. Si le faux self protège le noyau, il creuse aussi le sentiment de vide et d'inutilité, empêche la croissance psychique et l'essor de l'authenticité qui seul donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue, comme le disait Winnicott. Le sur-anti-moi se développe et, selon Racamier, présente la vérité comme une faute,
la pensée comme un crime et les secrets comme intouchables. Lorsque le noyau du self est proche de l'inanition, le corps hurle à la recherche du sens de ce qui est vrai. Il déborde d'éléments bruts, bêta, en quête d'un objet capable de les entendre et de les alphabétiser, c'est-à-dire d'entrer en résonance avec l'énigmatique, le su non su, le vécu non vécu. Un objet capable de qualifier l'inqualifiable et de permettre d'éprouver le sentiment d'être compris. Car il n'y a que par l'authenticité du thérapeute et son implication émotionnelle, suffisamment contenue et tempérée, que la part clivée et anesthésiée pourra être atteinte. On ne saurait répondre au clivage, par l'intellectualisation défensive. Il s'agit ici de défaire prudemment le déni en commun par l'éprouver à l'unisson. Et je reprends Bion et Ferraud. D'entendre l'espoir porté par le symptôme, de pouvoir trouver, créer, dans le présent de la réactualisation du traumatique, un nouvel objet. Dans un texte hommage à Winnicott, André Green écrit « Tout se passe comme si c'était l'analyste qui procédait maintenant à l'inscription de l'expérience qui n'avait pu avoir lieu. La réponse par le contre-transfert est celle qui aurait dû avoir lieu de la part de l'objet. » Dans votre pensée du rapport au savoir, en tant que processus dynamique et créateur de savoir, vous considérez le sujet dans toute son histoire psychique, y compris inconsciente, et à la rencontre d'un environnement social historiquement daté. Et les turbulences corporo-émotionnelles émergent dans ce contexte si particulier de mai 68, changement catastrophique, césure sociétale où la jeunesse s'insurge et remet en cause les fondements patriarcaux de l'ordre social. Le nouvel après-coup que vous nous proposez aujourd'hui s'inscrit dans le contexte de prise de parole at MeToo Inceste. Vous nous invitez également à faire un détour par l'histoire du père fondateur de la psychanalyse et son abandon de la neurotica moins d'1 an après le décès de son père, Jacob. Dans cette période de deuil, dont Mélanie Klein a montré qu'il s'agit d'un processus de restauration de l'objet, il écrit à son ami Fliss « Malheureusement, mon père a été l'un de ces pervers », passage qui avait été expurgé par Anna Freud de la première version publiée. Connaissez-vous le rêve que fit Sigmund Freud le soir de l'enterrement de Jacob? Il se trouve dans une boutique qui est en fait le salon du coiffeur chez lequel il s'est rendu avant la cérémonie. Et il lit l'inscription suivante. On est prié de fermer les yeux ou on est prié de fermer un œil. Ainsi, les familles, les institutions, les groupes ferment les yeux pour tenter de protéger la cohésion identitaire, groupale et individuelle, et de préserver, restaurer une figure paternelle dont on ne veut pas, ou pas trop, savoir les aspects incestueux, incestuels. L'incestuel, comme l'a montré Racamier, s'il n'est pas l'inceste, s'en inspire. Une figure paternelle dont un des ressorts pour maintenir le silence peut également être ce que Ferenczi nomme le terrorisme de la souffrance. Merci, Claudine Blanchard-Laville, d'avoir aujourd'hui interrogé les soubassements inconscients de l'évolution de votre propre rapport au savoir dans la succession de vos positionnements professionnels, nous montrant comment vous avez pu quitter la position d'enseignante de certitude, de nourrisson savant s'enveloppant d'un savoir de couverture, pour advenir en tant que bébé chercheur qui aime et vit les questions elles-mêmes, pour paraphraser le poète Rilke qui écrit « Je voudrais, aussi bien que je le puis, vous prier d'être patient à l'égard de tout ce qui dans votre cœur est encore irrésolu et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes comme des pièces closes et comme des livres écrits dans une langue forte étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant des réponses qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Ce sont décidément les poètes qui parlent le mieux de capacités négatives. Vous nous avez offert un magnifique travail de tissage et d'intégration, témoignant d'un processus de transformation de -C en +C. Merci encore, car si la psyché se nourrit de vérité, elle se nourrit aussi, comme l'a montré Meltzer, de beauté.
je voudrais remercier aussi Claudine pour votre présence. Voilà, vous avez fait un long déplacement courageux et c'est très très important que vous soyez là et on est très heureux de vous entendre. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est une véritable analyse. C'est un récit impliqué qui est plein de sensibilité, plein de justesse au sens musical du terme, comme on dit d'un instrument qui sonne juste, plein de générosité, pour reprendre le terme de Déborah. Alors je ne sais plus quel philosophe définissait l'intelligence comme caractérisée par la justesse et la générosité. Et ben, en ce sens, votre exposé est particulièrement intelligent. Peut-être 2-3 réflexions un peu dépassionnées. D'abord pour vous dire que je suis très proche de votre filiation psychanalytique. Tous les auteurs que vous citez sont extrêmement importants pour moi, pour nous. Bion, bien sûr, Resnick, je vous remercie d'en avoir parlé comme vous l'avez fait. Ferenczi, Balint, Olagnier, bien d'autres. Je suis très proche aussi de votre conception de la position clinique, dans la formation, dans la transmission. D'ailleurs, on s'était rencontrés autour de ces questions. C'était en 2009, j'ai retrouvé, où j'avais discuté une de vos conférences que vous étiez venu faire à Lyon sur le lien didactique. Et puis vous m'aviez invité en 2013 à un colloque international sur la question de la transmission de la psychanalyse en sciences de l'éducation. Et puis on s'était retrouvés en 2017 autour de la disparition de Salomon Resnick dans cette journée hommage qui rassemblait beaucoup de monde. Il y a eu un ouvrage qui a été publié, vous l'avez signalé. Et à la fois dans cet événement et dans cet ouvrage, il y a beaucoup de monde, mais il y a les quelques universitaires que nous sommes qui transmettons la pensée de Salomon Resnick, il n'y en a pas beaucoup, et alors que c'est un des psychanalystes les plus originaux au monde pour moi, et dont la pensée est la plus féconde. Voilà, Resnick, il y a Melzer aussi, Bion, dont ils sont tous les deux d'ailleurs les élèves. Vous dites qu'un enseignant transmet son rapport au savoir, c'est particulièrement vrai. Et sinon, on serait juste un distributeur de savoir et ça n'aiderait pas grand monde à intégrer le savoir. Et je partage avec vous la même représentation, ou en tout cas une représentation très proche de ce qui forme vraiment dans la formation. Et tout ce que vous décrivez me fait penser, bien sûr, à un régime de formation que vous connaissez peut-être, parce que c'est dans ce cadre-là que vous aviez été invité, qu'on a à Lyon, qui est unique en France, qui s'appelle la FPP, Formation à partir de la pratique, vous connaissez. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont issus de cette formation, où les étudiants acquièrent un savoir en psychologie, mais à partir d'une recherche. Ils sont d'emblée mis en situation de chercheurs, ils sont autodidactes, aidés, comme on dit, mais autodidactes. Et je dis toujours que si la FPP n'avait pas existé, je ne serais jamais devenu psychologue, je ne serais pas là, je ferais autre chose, parce qu'il était impensable pour moi de retourner à l'université en ressortant le discours des profs pour avoir des bonnes notes, c'était absolument pas possible. Donc, on partage la même idée de ce qui forme vraiment dans la formation. Un mot peut-être plus théorique et clinique aussi. Tout ce que vous dites sur le faux self, je suis entièrement d'accord, c'est une défense, mais je rajouterais, c'est aussi comme ça que le traumatisme se raconte. C'est les mathématiques dont vous parlez, et ça me parle parce que moi aussi, j'avais un destin de mathématicien, je ne suis pas allé aussi loin que vous dans la réalisation de cette mission. Les mathématiques, c'est bien sûr une défense, c'est une manière d'être absent à soi-même, comme vous l'avez très bien énoncé, mais c'est aussi une façon de raconter le traumatisme. Si on considère qu'il en est ainsi, si on ne décide pas que rien ne se dit, si on observe la scène, je parlais de la scène de l'apprentissage comme une scène projective. D'ailleurs, vous dites vous-même de l'enseignement des mathématiques que c'était une initiation et une identification à l'agresseur. Donc il y a bien quelque chose qui se transmet, qui se montre, qui se met en scène à travers cette défense. Et tout le problème de la défense, bien sûr, le faux self, comme tout matériel apporté par un patient pour éviter de parler, pour éviter de s'approcher de ce qui est essentiel, c'est une défense, c'est une résistance, mais c'est en même temps une manière de raconter ce qu'il ne veut pas dire. C'est pour cela que je dis toujours que tout matériel est tout ce que dit un patient, tout ce qu'il montre, c'est toujours du matériel. C'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de mauvais matériel. On n'a pas à dire aux gens ce dont ils doivent parler. Ils parlent de ce qu'ils veulent et c'est nous qui faisons de ce que les gens apportent du matériel. C'est nous qui allons entendre à travers ce que racontent les gens
à propos des mathématiques ou d'autres choses, ou d'autres défenses qui sont mises en place, d'autres résistances. C'est nous qui allons entendre comment les gens parlent d'eux-mêmes, parlent d'eux, à travers ce qu'ils apportent comme résistance. C'est extrêmement important, et notamment dans les situations traumatiques où les sujets ne peuvent pas aborder directement la scène traumatique. Je raconte souvent cette anecdote. C'est un enfant qui était venu, dont le père l'avait amené parce qu'il fallait absolument qu'il parle de sa mère décédée. Il avait perdu sa mère et c'était vraiment pas possible. Il n'en parlait jamais, il disait rien, et donc il n'allait pas bien. Et le père voulait absolument qu'il m'en parle. Je reçois cet enfant qui, évidemment, me dit tout de suite, il est hors de question que je parle de ça, et puis il parlait de tout un tas d'autres choses. Et puis un jour, il vient et puis il me dit, je suis venu avec un copain, est-ce que tu veux voir mon copain? Parce que lui, vraiment, il a besoin d'un psychologue, lui. Alors je lui dis, peut-être pas, mais raconte-moi, c'est quoi le problème de ton copain? Et là, il me raconte que son copain est très très malheureux, très triste, très traumatisé, parce que ses parents se séparent. Et tout ce qu'il me racontait sur la manière dont ce copain vivait la séparation des parents, ça parlait de lui. Ça parlait de lui. Mais il ne fallait pas que ce soit lui, il fallait que ce soit un autre. Et il ne fallait pas que ce soit une question de deuil, une histoire de mort, mais une histoire de séparation. C'est-à-dire, même tout ce qu'apportent les gens, qui est une résistance pour ne pas parler de l'essentiel, nous, on va l'entendre comme racontant quelque chose de ce qui est essentiel pour eux. Et le dernier point, je m'arrête, c'est un détail dans tout ce que vous avez raconté, c'est juste un détail, mais Freud n'a jamais abandonné la théorie de la séduction. Jamais, jamais. Il a abandonné la théorie de la séduction traumatique comme seule explication ultime. Mais tout au long de son œuvre, on peut lire tous ces cas cliniques, Dora et tout le reste, L'homme au loup surtout. Tout au long de son œuvre, il cherche toujours la séduction traumatique, la scène de séduction traumatique. Et il dit même en 1932, donc vous voyez, bien après la date à laquelle il aurait abandonné la neurotica, il dit que s'il n'y a aucune expérience de séduction traumatique, de toute façon, c'est la mère qui, en donnant les soins au bébé, a excité ses organes génitaux et l'a séduite. Donc il y a toujours une scène de séduction traumatique. À la fin de son œuvre, en 1937, il affirme l'étiologie mixte des troubles psychiques avec toujours un traumatisme précoce, toujours. Et en 1938, dans son dernier texte qui a été inachevé, il est mort avant de l'achever, il continue de soutenir l'idée d'une fréquente séduction sexuelle à l'époque infantile. Donc c'est une erreur de penser qu'il a abandonné la théorie de la séduction traumatique, il ne l'a jamais abandonnée. Mais c'est un détail dans tout ce que vous avez raconté. Merci beaucoup, Claudine. Juste sur cette histoire d'abandon de la neurotica, effectivement, aujourd'hui, on nuance beaucoup les choses, mais quand même, je voudrais dire que 1932, c'est la date où Ferenczi a écrit ce fameux texte, Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, qu'il l'a amené à Freud et qui lui a dit il vaudrait mieux pas en parler au prochain congrès. Et il lui avait été promis qu'il serait publié 1 an après sa mort par Jones, ce qui n'a pas été le cas. Donc après, Freud a reconnu, oui, Ferenczi. Mais bien sûr qu'il y a eu de l'ambivalence, du déni, pour reprendre le terme de tout à l'heure, c'est sûr. Ferenczi avait raison, mais il l'a payé cher, Ferenczi. Peut-être une question que j'aurais envie de te poser, Claudine, pour lier un peu, revenir à tes travaux. Tu as beaucoup travaillé sur la question des différentes formes d'abus dans le champ de la formation, de leurs figures, de leurs effets. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots ? Merci pour la question, mais j'ai choisi de ne pas parler de mes théorisations aujourd'hui. Donc ça, c'est difficile d'en parler en 5 minutes. Simplement dire qu'on a fait beaucoup d'observations de cours de profs, soit avec des films, soit in vivo. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs livres de recherche, chaque livre portant sur 1 heure de cours. C'est vous dire si on a décortiqué codisciplinairement avec plusieurs disciplines, mais dont les cliniciens, ce qui se passe dans 1 heure de cours. Et effectivement, en tant que clinicienne, j'ai pu montrer comment
la salle de cours fait caisse de résonance entre les psychismes. La question de la résonance émotionnelle, au sens où Duparc la propose, ça fait longtemps que je parle de ça dans la classe. Et que dans ce système, l'enseignant est porté presque structurellement du côté de l'emprise. Alors, maîtrise, emprise, maîtrise obligatoire, emprise, c'est une tentation. Et donc, c'est un endroit où il y a un risque d'abus narcissique, sadique, sexuel très important. Et donc, effectivement, en lien avec toute mon histoire, mais à l'époque, je ne le savais pas, j'ai beaucoup travaillé à comprendre qu'est-ce qui aidait les enseignants dans cette position structurale, professionnelle très difficile, très risquée psychiquement, comment les accompagner à ce que ça ne dérape pas dans des abus. Mais effectivement, j'ai beaucoup utilisé Racamier, la topique interactive pour décrire le climat de certaines classes et l'incestuel possible. Mais bon, le dire en 5 minutes, ça fait très caricatural. On va peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions. À la salle virtuelle aussi. Oh, Claudine, il faut que je te dise. Attends, je suis concentrée, parce qu'elles sont réelles, les marches. Claudine. Attends, qu'est-ce que tu vas faire, là? Claudine. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es mon héroïne. Ah si, il faut que je te dise, t'es mon héroïne. Hein, Léonie? Viens lui serrer la main, on va faire des vrais selfs. Des vrais selfs, pas des faux selfs. D'accord? Ça te dit, regarde, nous tous ensemble, ça marche pas. Ça marche. Ah oui, si on est encore bloqué sur des faux selfs, on n'arrivera pas à faire des vrais selfs. C'est ton empreinte. Et Claudine, est-ce que je peux te demander quelque chose, Claudine? Oui. Est-ce que si jamais j'y vais, si j'enfante, allez, je me dis allez j'y vais, est-ce que je pourrais l'appeler Claudine? Si c'est une femme? Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah oui? Non mais écoute, grâce à toi, moi j'ai compris plein de trucs, Claudine. J'ai compris plein de trucs. Il faut que je m'occupe de mon jeu. Bah oui, parce que si je suis pas au clair avec mon jeu, et avec les savoirs de mon jeu, tous les savoirs de mon jeu, ça va pas forcément bien se passer. Enfin, quoi que toi, tu es la démonstration parfaite que tout est possible. Tu sais que tu me réconcilies avec l'avenir. Peut-être que je vais me décider à en faire. Peut-être. J'hésite encore un peu. Hein. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de construire un passé pour pouvoir vivre mon présent et peut-être accepter le futur. Ouais, vas-y, Marie-Caroline. Oui. T'as vu, je suis bien partie. Hein. Parce que, dis-donc, c'était pas facile. Hein. Et donc, maintenant, je vais plutôt accepter mon passé pour pouvoir vivre mon présent et du coup, vivre le futur. C'est ça? Tu prends toute l'énergie, là, Regarde, je prends toute l'énergie de Claudine, je peux lui envoyer ton énergie. Je prends toute ton énergie, je te l'envoie, d'accord? Tu la récupères? Ouais, d'accord. Vas-y. Vas-y. T'es prête? On fait une vague d'énergie. Vas-y, on fait une vague d'énergie. Vas-y, Claudine. Vas-y, tu m'envoies là, vas-y. Oh, vas-y. Mais je sais, il faut faire un truc, ça va partir. Arrête, elle a pas survécu avec tout ce qu'elle a survécu pour ces conneries, là. Voilà, si tu peux lever les bras, ça va pas te... Putain, je te jure, Léonie, viens ici. Excuse-la, Claudine, excuse-la. Tu sais, c'est pas facile de savoir si on va être mère ou pas. Après toutes ces histoires qu'on entend, puis ce matin, je veux te dire, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein. On progresse, mais c'est pas gagné, hein. N'empêche qu'après tout ce qu'elle a vécu, je me suis dit que lever les bras, c'était pas si difficile.
C'est pour ça que j'ai proposé ça. Comme Oui, ça, c'est dire, je me tu suis veux pas dire dit- qu'elle Elle allait le faire, je savais qu'elle allait le faire. elle Claudine, pourrait relier le haut et le bas, c'est-à-dire arrêter d'être dissociée, mais elle a compris, elle. Oui, C'est c'est moi, par contre, tu vois, je suis pas sûre d'être complètement encore associée. Oui. Bah, parce que là, j'en suis Moi encore, aussi, au c'est vrai. stade de Marie-Caroline. J'ai encore un peu de marge, quoi, tu vois. Hein, j'ai encore un peu de boulot, non? Moi, je me prononce plus, là. Tu te prononces plus? Non, j'arrête de... Mais qu'est-ce que t'as compris, alors? T'as compris quelque chose ou t'as pas compris quelque chose? Compris dans le sens de... Oh là là, merde. Du savoir, tu veux dire? Oui, bah ça, on sait qu'on sait rien, de toute façon. Donc, Voilà, ça c'est rassurant. ça, tu vois, Ça voilà. c'est bon, ça c'est bon. Bah, enfin, ça, en tout cas, on sait qu'on peut y arriver, quand Eh même. ben c'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est que si quand on est perdu, on peut penser à Claudine. Et ça nous remet... Ça nous guide, ça t'as nous raison, guide. ça nous guide. Bah oui, c'est pour ça. Ça nous guide. C'est ça qui me plaît, moi. Putain, moi, je vais changer, et je vais te mettre dans ma cuisine. Et puis, je vais te mettre dans ma chambre. Je me couche, je te vois, je me lève, je te vois. Et quand je prends le café, je te vois. Je vais même peut-être te mettre sur ma porte d'entrée. J'entre et je sors, je te vois. Putain, MeToo partout. Non, mais il en faut, hein. Il en faut, hein. Faut pas croire, hein. Il en faut, hein. Parce que regarde encore ce que ça donne. J'ai pas dépassé tous les stades. Hein. Donc, c'est pas tout, hein. Bon, Oui, donc... non, moi je vais accepter... Moi aussi je suis 10. Oui, tu es... Oui, un peu. Ouh là là, t'as un certain nombre de 10. Hein. Oui, effectivement. Donc je vais aller travailler aussi sur tout ça et je reviens quand c'est fini. Dans pas longtemps. Bah, vous gardez êtes espoir, pas gardez toutes espoir. distribuées, hein. Vous n'êtes pas toutes distribuées, hein, quand Non, même. je Hein. me suis- Vous l'aviez pas, ça, dans vos 10? Parce qu'il y a disjonctés, distribués, disparus, 10 assemblées, disassemblés, dysphoniques. Je suis sûre que ça existe. disparates, Disparate, ah oui, disparate, c'est bien ça. Tiens, dysnosaures. tu nous as inspiré, Claudine. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée avant la pause? Très rapidement, mais je voulais aussi vous remercier d'un témoignage aussi scientifique qu'émouvant. Merci beaucoup, c'est très rare. Et puis, je trouve que c'était vraiment intéressant ce travail immense, l'effort que vous avez fait pour décompacter tous ces bébés, hein, le bébé chercheur, le nourrisson savant, le bébé abîmé, le bébé mal accueilli. C'est pas Albert Sicone qui va vous contredire sur les histoires de par bébé. C'était vraiment un très beau travail. Et puis j'ai adoré votre conclusion sur la question du savoir, qui est une conclusion à la fois personnelle, je pense, pour vous, qui n'est ni définitive, mais qui manque pas de pertinence. Accepter l'énigme et son déplacement. Je trouve que c'est une magnifique conclusion. Donc bravo et encore merci.